Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GoFunCan consacré aux thérapies premières. Les thérapies premières, ce sont celles qui sont naturelles, qui préexistent à toute autre forme de thérapie et que l'on peut s'appliquer à soi-même tellement elles sont simples dans le but de rester en bonne santé. Nous avons évoqué en tout premier lieu le fait de respirer du bon air, ensuite de boire de la bonne eau. La troisième thérapie première consiste en manger de la bonne nourriture. Dans le shiatsu, la vie en son entier nous intéresse sous tous ses aspects et donc l'alimentation va être très importante, toutefois avec la nuance que nous n'avons pas de conseils de nutrition à vous donner. Pour cela, il y a d'excellents spécialistes et il faut savoir bien s'entourer. Ce qui nous intéresse, ce sont les aspects énergétiques à partir de notre cadre de compréhension orientale. Et là, souvenez-vous qu'on avait parlé de l'énergie acquise dans les numéros précédents et on avait dit que pour 50%, elle était alimentée par la respiration, d'où l'importance de respirer du bon air, et pour 50% par une bonne alimentation, le volet alimentation se répartissant entre l'eau et la nourriture solide. Ce qui est exprimé par la phrase qui dit que l'estomac est le réceptacle de l'eau et des graines. Donc l'eau, on en a parlé, les graines, c'est-à-dire l'alimentation solide, il ne faudrait pas en conclure déjà tout de suite qu'on ne doit plus manger que des céréales. En fait, ça s'explique par l'idéogramme du ki, le ki qui est l'énergie vitale. Chaque organe possède un ki qui soit va monter, soit va descendre, et il y a différentes qualités de ki aussi dans le corps. Mais regardez l'idéogramme, comment il est dessiné. La partie supérieure, c'est en fait des nuages de la vapeur d'eau. La partie inférieure, ce sont 4 grains de riz, dans la graphie ancienne en tout cas. 4 grains de riz pour symboliser le parcours du riz au cours des 4 saisons. Donc il s'agit de riz complet. Et donc l'association, quel est le rapport entre la vapeur d'eau et le riz? Quand on cuit le riz, ça génère de la vapeur d'eau. Donc il y a un processus de cuisson, il y a une circulation permanente de l'énergie, un petit peu comme le cycle de l'eau sur la planète, évaporation, condensation. Et donc le rein gauche, l'eau, le rein droit, feu, produisent chaleur et vapeur, et cette analogie représente la circulation de l'énergie dans le corps. Donc, réceptacle de l'eau et des graines, je pense qu'il s'agit bien ici de ki dont on parle. On a dit aussi l'estomac est la racine du ciel postérieur, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre notre vie quotidienne, donc c'est extrêmement pragmatique et cela remet au centre l'importance de l'alimentation. Ce qui va donc nous intéresser en tout premier lieu, c'est le parcours libre et sans entrave de l'énergie à travers les organes digestifs et les entrailles. Ça a été exprimé par Maître Ohashi dans son livre « Comprendre le langage du corps » où il dessine l'être humain imaginaire d'Ohashi, une espèce de tube creux avec une entrée et une sortie, et il nous dit, voilà, entre l'entrée et la sortie, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle et tout ira bien. Une autre façon de voir les choses, c'est de se rappeler que 3 des grands points de longévité, dits de longévité, de longue vie, se situent sur les organes digestifs, avec l'estomac 36, l'intestin grêle 3 et le gros intestin 10. Et donc c'est une manière de dire que lorsqu'il n'y a pas d'obstacle sur la digestion, on vit une longue vie. Il y a assimilation, il y a tri, et puis il y a évacuation des choses dont le corps n'a pas besoin. Et voilà qui nous emmène très très loin des dites techniques de longévité, voire d'immortalité, qu'on nous vend comme étant le must absolu. La vision de base pour notre vie quotidienne est en fait extrêmement pragmatique et surtout très facile à appliquer. Vous voyez donc que quand on dit thérapie première, effectivement, on reste dans des choses très simples, très pragmatiques et applicables dans la vie de tous les jours.
Alors, si on réfléchit un petit peu quand même à quelques tendances de fond ou des choses qu'on entend souvent en cabinet à propos de la nourriture, je pense qu'on doit rester à un métaniveau, c'est-à-dire un niveau un peu en recul et examiner les grandes lignes et réfléchir au sujet d'eux sans rentrer vraiment dedans. Mais il y a en tout premier lieu une obsession, mais épouvantable pour la nourriture, on dirait même la bouffe, hein, parce que on voit ça partout, il y a des magazines entiers consacrés à la cuisine, des gens qui font le tour du monde pour découvrir des plats ou des aliments, des émissions de télé entières consacrées, des compétitions de préparation de nourriture, on se demande d'où ça vient, d'autant que on ne peut pas dire que dans nos pays occidentaux, la majorité des personnes souffrent vraiment de la faim. Donc ce qui est nourri là, c'est en tout cas pas le corps, pas l'estomac, c'est pas une faim qui est compensée, c'est une espèce d'obsession mentale. Et ce n'est pas d'ailleurs tellement pour étonner, puisqu'on sait que la rate est en rapport avec la rumination, les pensées qui tournent en boucle sans cesse et qui reviennent, et qui sont mâchées, pré-mâchées, remâchées. Donc ce qui est nourri là, c'est un aspect du mental clairement en déséquilibre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à San Antonio, au regretté San Antonio, qui disait, il avait remarqué que quand on était invité chez quelqu'un à manger, on parlait toujours des fois où on avait mangé autre chose, qui était tellement délicieux chez quelqu'un d'autre. Et lui, il disait, c'est le même ordre d'idée, lorsque je fais l'amour à une femme, est-ce que je lui parle des fois où c'était bien avec les précédentes? Donc c'était pour lui dans le même style d'impolitesse et de non-à-propos. Donc effectivement, l'obsession de la nourriture permanente que nous avons est clairement un déséquilibre. Une deuxième chose qu'on peut constater, si on reste à ce métaniveau, c'est que on mange trop. Lorsque parfois je dis mais il faut manger quand on a faim, et certaines personnes qui me disent mais je ne sais pas quand j'ai faim. Donc il y a là clairement quelque chose qui va nous intéresser, nous comme praticiens de shiatsu, c'est le fait d'avoir perdu la sensation du corps, le lien au corps, et d'être incapable de décoder lorsqu'il nous dit qu'il a faim, ou justement lorsqu'il nous dit qu'il n'a pas envie de manger. Ça vient également en rapport avec les habitudes culturelles, hein, quand on nous dit il faut manger 3 fois par jour, il faut prendre un petit déjeuner, puis il y en a qui disent qu'il ne faut pas. Donc ces habitudes culturelles en fait viennent, je sais pas très bien d'où, mais ne sont pas toujours appropriées. De nouveau, le seul critère va être l'écoute de mon corps. Donc lorsque j'ai faim, je mange, lorsque j'ai mangé suffisamment, j'arrête de manger. Et c'est aussi simple que cela. On voit par exemple certaines personnes qui disent mais moi j'ai pas faim le matin, je me lève, c'est pénible, il me faut 2 heures avant d'être opérationnel. Bien là clairement c'est une stagnation, un signe que le foie n'a pas pu nettoyer les toxines du corps pendant la nuit, parce que c'est ça qu'il est censé faire, c'est nettoyer le corps, évacuer les toxines et donner une quantité de sang frais pour aborder la journée. Et bien lorsque pour une raison ou une autre ce processus de nettoyage n'est pas terminé au lever, on a un lever pénible et lent. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre un café là-dessus pour nous donner de l'énergie, mais c'est faire pire que mieux. Il faudrait en réalité attendre le moment où la faim va se manifester, et certaines personnes qui le font me disent vers 11h j'ai faim. Ok, c'est parfait, donc c'est qu'il ne fallait pas manger ce jour-là avant 11h pour raison de nettoyage du corps. Donc l'écoute du corps va être le conseil principal que nous allons pouvoir donner en matière de nutrition et en matière de tout d'ailleurs, mais particulièrement en matière de nutrition. Et troisième méta-réflexion, c'est qu'on est décalé par rapport au cycle de la nature.
On trouve de tout et en abondance dans les magasins toute l'année. C'est évident qu'il y a un souci par rapport au lien à la nature, puisque manger des fraises au mois de décembre, ça pousse pas ici, les fraises au mois de décembre, par exemple, et beaucoup d'autres choses comme cela. Donc le conseil à donner, c'est de s'harmoniser le plus possible avec la nature. Ça implique certaines choses. Qu'on mange les légumes de saison est une première chose, c'est-à-dire qu'on mange certaines choses à certains moments et d'autres pas du tout, parce que clairement il n'y en a pas. Ça implique aussi qu'il va y avoir des périodes d'abondance et qu'il va y avoir des périodes de relatif manque. Et ça nous ramène aux pratiques qu'avaient nos grands-parents, c'est pas si loin que ça, hein, où à la fin de l'hiver on terminait tous les restes et c'était des cérémonies comme Carnaval ou Mardi Gras, et c'était suivi nécessairement d'une période de jeûne parce qu'on attendait que les nouvelles plantes aient poussé. Et donc on alternait ainsi des périodes d'abondance et des périodes de jeûne, et le corps ne s'en portait pas plus mal. Après ça a été récupéré par la religion. Donc maintenant on fait des régimes à tout bout de champ et à tout moment de l'année. Je ne crois pas que le régime soit la réponse à un souci d'alimentation, mais bien plus une harmonisation au cycle naturel et une alternance tout à fait naturelle et sans aucune culpabilité de moments où on va manger beaucoup et de moments où on va manger beaucoup moins. Et si on rentre dans le corps, eh bien, on va pouvoir faire la différence entre un besoin qui émanerait du mental, une compulsion pour l'une ou l'autre raison, émotionnelle ou non, de consommer quelque chose qui ne va pas nous faire du bien, et ce qui provient du corps, qui correspond à un besoin physiologique, parce que souvent c'est cette espèce de combat entre je sais que ça ne me fera pas du bien, mais je vais le faire quand même. Et si ça arrive quand même, eh bien, il n'y a pas de culpabilité à avoir, on sait qu'on ne sera pas bien pendant un petit moment, et puis peut-être que la prochaine fois on ne le fera plus, ou on se limitera. Voilà, ça n'est pas compliqué. Je vous remets en finale les 3 points de longévité, on va vous montrer ça, où ils se trouvent et comment les travailler. Et lors de la prochaine édition, nous aborderons l'aspect de la bonne nourriture, c'est-à-dire de l'influence que la nourriture pourrait avoir sur certains de nos comportements. À bientôt! Voilà, donc juste pour montrer les 3 points de longévité dont on a parlé au début. Premier point ici, au niveau du genou sur le méridien de l'estomac, à la jonction du tibia et du péroné, un pouce plus bas. Voilà, comme ceci. Effectuer une bonne pression, connecter éventuellement à l'estomac 40, ou connecté au kikaï, 2 pouces sous le nombril. Pour faire descendre le ki de l'estomac, donner de l'énergie vitale. Des 2 côtés, bien sûr. Et pour le point intestin grêle 6, on verra mieux comme ceci. Yoro, nourrir la vieillesse. Dans la dépression proximale de l'apophyse thyroïde de l'ulna, c'est la description anatomique, c'est-à-dire ici, et donc faire une pression comme ceci. Deuxième point de longévité. Et le gros intestin 10, 2 pouces plus bas que le pli du coude. On peut connecter au gros intestin 4, le fond de la vallée, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Pression profonde, connexion, et qui va donc permettre l'évacuation des déchets du corps. Assimilation, tri, évacuation, 3 points qui assurent la longévité quand ce transit se passe sans problème.